Bonjour, je suis Loïc Martin, je suis cadre supérieur de santé à l'IFCS du CHU de Rouen, et également doctorant en sciences de l'éducation dans le laboratoire CIRNEF et membre du comité de la rédaction de la revue Soins 4. Je m'intéresse à l'impact du numérique dans les pratiques managériales et dans les pratiques pédagogiques des cadres de santé. Dans ma pratique, je développe également l'apprentissage inversé ainsi que l'apprentissage mobile. Récemment, j'ai organisé une conférence inversée pour mettre en situation d'apprentissage 180 participants afin de créer un travail collaboratif de 30 groupes de 6 personnes. Étant déjà occupé à co-animer une formation sur l'apprentissage mobile avec l'ANFH Haute-Normandie, je vous propose donc cette petite capsule vidéo très synthétique au regard de 5 questions qui m'ont été préalablement posées par le comité d'organisation du CEFIEC. Donc voici les 5 questions qui m'ont été préalablement posées. Comment avez-vous vu votre fonction de formateur se modifier avec l'essor des NTIC? Donc, je vais répondre très rapidement à cette première question, car à mon sens, ce ne sont plus des nouvelles technologies. En fait, ces technologies numériques font partie intégrante de notre vie professionnelle, mais aussi de notre vie personnelle. Et dans les instituts de formation, elles sont plus ou moins développées en fonction du projet pédagogique et de la réflexion qui a été engagé au regard de ces technologies, mais au regard aussi du budget qui est alloué au développement de ces technologies. Mais quelle que soit la situation, avec le développement des plateformes numériques universitaires, avec l'augmentation en termes de possession d'outils technologiques comme l'ordinateur portable ou le smartphone, le numérique est bien une réalité dans nos pratiques professionnelles. Je vous rappelle d'ailleurs que près de 3 quarts de la population française possède un smartphone et dans la tranche des jeunes générations, la tranche 18-39 ans, c'est près de 90%. À mon sens, le changement a eu lieu entre 2013 et 2015 avec l'explosion en termes de possession du smartphone de la part des étudiants, ce qui a obligatoirement modifié nos pratiques autant dans les amphithéâtres que dans les salles de cours en TD ou en TP. Il a fallu faire différemment, s'adapter assez rapidement et ne plus être dans la sanction de l'usage du numérique et l'usage du smartphone. Mais bien d'être dans un questionnement dans la manière d'utiliser intelligemment ces outils numériques dans nos pratiques managériales et aussi dans nos stratégies pédagogiques. Il est donc, à mon sens, et vous l'aurez compris, impossible de faire la politique de l'autruche avec ce sujet du numérique dans nos pratiques, mais bien de réfléchir intelligemment à intégrer ponctuellement ou de manière un peu plus régulière ces solutions dans nos stratégies pédagogiques en mesurant bien les avantages et les limites de ces solutions. Quel est selon vous l'impact des NTIC sur les pratiques didactiques et pédagogiques? Il y a tout d'abord à prendre en compte ce que j'appelle le TLM dans nos réflexions pédagogiques lorsqu'on aborde le sujet du numérique. Alors, c'est-à-dire la notion de temps, de lieu et de moment. À mon sens, le rapport au temps et à l'espace est fortement à réinterroger dans nos pratiques, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Ensuite, au regard de ce constat, c'est bien la place du formateur qui change. Je parle souvent d'ailleurs du formateur décentré. En effet, le formateur n'est plus au centre de nos dispositifs de formation, mais bien à côté, comme nous pouvons le voir sur ce schéma. Le formateur est un guide, un médiateur. Il accompagne les étudiants à trouver, par exemple, la bonne information dans cette masse de données qu'on peut retrouver sur Internet, par exemple. Il leur permet aussi d'avoir un regard critique, bref, de faire de l'éducation aux médias. Enfin, sur cette question, je suis persuadé que si le numérique est bien utilisé, il va nous permettre de varier très facilement nos stratégies pédagogiques. C'est une chance supplémentaire pour les étudiants, mais également pour les formateurs, car ça peut limiter probablement les effets un peu monotones des cours magistraux. Quelles nouvelles compétences avez-vous dû développer? Pour répondre à cette question, je vais me concentrer sur 4 compétences ou capacités. Concernant le premier point, la pédagogie active, je vous encourage à limiter la pédagogie transmissive au bénéfice d'un apprentissage davantage actif.
Pour cela, vous pouvez favoriser les travaux collaboratifs en utilisant le conflit socio-cognitif issu de la théorie d'apprentissage, le socio-constructivisme, en alternant les travaux distanciels et présentiels grâce au numérique. Il sera donc nécessaire de maîtriser les différentes théories d'apprentissage pour construire vos séquences et ainsi diversifier les méthodes et les stratégies pédagogiques que vous allez utiliser. Lorsqu'on parle d'accompagnement, il est toujours bon de se référer aux théories de Brunner et notamment l'étayage, en insistant sur deux points. Tout d'abord, l'aspect socio-affectif, c'est-à-dire que le formateur fait en sorte que la tâche soit la plus agréable à réaliser avec son aide, tout en évitant que l'étudiant soit trop dépendant de lui. L'autre élément est l'aspect cognitif, c'est-à-dire alléger la tâche de certaines difficultés, orienter, montrer ce qui peut être fait, sans pour autant donner la solution. Mais pour cela, il faut être capable d'effectuer une évaluation diagnostique, c'est-à-dire avoir la capacité à identifier les ressources des étudiants, à apprendre de manière autonome et à les accompagner pour mieux organiser leur séquence d'apprentissage. Concernant la troisième orientation, le formateur doit être un équilibriste, comme le précise Jean Housset. Il s'adapte et a la capacité à s'écarter du centre des séances d'apprentissage. Il doit être capable de remettre en cause ses pratiques et notamment d'accepter de ne pas tout savoir et de faciliter la recherche d'informations via Internet et les technologies mobiles disponibles. Il encourage la créativité, notamment en développant des jeux sérieux qui sont des sources de motivation. Dans une démarche bienveillante, il doit aussi réfléchir au rapport à l'évaluation. En effet, dorénavant, l'étudiant n'apprend plus totalement seul compte tenu des outils numériques mobiles et de l'accès aux réseaux sociaux et à Internet. Enfin, le formateur doit développer des compétences autour de la veille technico-numérique. Il doit intégrer les possibilités du numérique dans ses stratégies pédagogiques et développer une éducation aux médias en insistant sur les avantages et les limites du numérique dans ses pratiques. Il doit aussi être capable de structurer des séances d'enseignement médiatisées. Pour piloter des nouvelles activités d'apprentissage, il est nécessaire d'intégrer une réflexion sur le temps et les espaces de travail. Enfin, sans être un expert ou un hyper-technicien, il est nécessaire de découvrir, tester, essayer les nouveaux dispositifs, les réseaux sociaux, pour imaginer des nouvelles possibilités d'enseignement et d'apprentissage. Quelle est votre vision de demain quant aux formations initiales paramédicales du fait de l'essor des TIC? Lorsque l'on prend le concept du TLM, c'est-à-dire le temps, le lieu et le moment, je pense que le rapport au temps et à l'espace est complètement à repenser dans nos futures pratiques. De manière un peu provocatrice, pourquoi encore conserver des cours de 8h30 à 17h30 alors que certains étudiants sont beaucoup plus efficaces intellectuellement, pour certains à 23h et pour d'autres à 6h du matin? Cela pose donc la question de la pédagogie différenciée. Pour cela, je vous renvoie aux excellents travaux et aux livres de Philippe Mérieux sur ce concept, mais aussi sur la question de la confiance envers les étudiants. Vont-ils travailler à domicile, seuls chez eux, si on enclenche par exemple un processus de classe inversée? Alors, de manière aussi provocatrice, dans un amphithéâtre avec 150 étudiants, même s'ils sont présents physiquement, peut-être que sur les 150, 30 ne sont pas là intellectuellement et sont complètement ailleurs. Alors, sur cette notion de relation de confiance, je pense qu'il est nécessaire d'impulser ce mouvement et de réfléchir différemment. Le fait de prendre en compte que, quel que soit le lieu, c'est-à-dire si 150 étudiants travaillent chez eux ou 150 étudiants travaillent en amphithéâtre, il y aura probablement une moyenne d'étudiants qui ne développeront pas une activité intellectuelle adéquate. Donc ça permet aussi de relativiser ce conflit cognitif que nous pouvons avoir et donc de se dire que le lieu n'est peut-être pas notre préoccupation la plus importante, et c'est vraiment de s'adapter aux préoccupations des étudiants et aussi à leur individualité. Et donc les possibilités de varier nos stratégies pédagogiques et d'intégrer de temps en temps des cours magistraux, d'intégrer de la classe inversée, d'intégrer des TD, permet de varier les méthodes et les stratégies pédagogiques et donc de s'adapter au plus grand nombre. Donc l'avenir, c'est sûrement des horaires différents en fonction de chaque apprenant, mais aussi des lieux d'apprentissage différents. Un peu de maison, peut-être un peu de métro, en mobilisant l'apprentissage mobile avec des séquences vidéo très très courtes par exemple, et de conserver aussi des temps de rencontre, bien sûr, entre les étudiants dans les instituts de formation. D'où, vous l'aurez compris, un bel avenir pour le micro-learning, c'est-à-dire d'imaginer et de proposer en complément
d'autres méthodes pédagogiques, des séquences beaucoup plus courtes qui permettent d'être visionnées, par exemple, comme je l'ai déjà précisé, sous le concept de l'apprentissage mobile, c'est-à-dire apprendre partout et à tout moment. Je vous renvoie d'ailleurs à la définition de l'UNESCO sur ce sujet. Ainsi, le numérique, s'il est bien utilisé et réfléchi au préalable dans nos stratégies pédagogiques, permet une autonomie différente chez les apprenants, mais aussi de diversifier nos méthodes et nos stratégies pédagogiques. Bref, et vous l'aurez aussi compris car je l'ai beaucoup répété, la stratégie pédagogique est un élément fondamental dans l'utilisation des outils et des solutions numériques. Et ces stratégies doivent être utilisées via une fiche et un déroulé pédagogique très précis. Ensuite, après avoir posé le déroulé en fait, de notre stratégie pédagogique, c'est le moment de se poser aussi la question de savoir s'il faut ou pas utiliser le numérique et comment mettre en œuvre cette pédagogie. Et pour cela, il faut intégrer ces fameuses théories d'apprentissage et de se poser la question, par exemple, si j'utilise le numérique, est-ce que je vais être dans le behaviorisme, c'est-à-dire proposer une sorte de petite récompense à la fin de l'activité pédagogique ou éventuellement de développer du socio-constructivisme, c'est-à-dire peut-être d'abord du constructivisme avec des activités intellectuelles individuelles où l'étudiant va construire son savoir et ensuite de regrouper les étudiants dans un second temps au regard de solutions plus basées sur l'approche socio-constructivisme de Vygotsky. Et quel impact sur la formation des cadres de santé? Pour la question numéro 5. Mes recommandations sont très très proches des formations initiales. En fait, l'idée c'est vraiment de développer de la pédagogie différenciée ou plutôt de l'andragogie différenciée, car la moyenne d'âge des étudiants cadres sont aux alentours d'à peu près 40 ans. Et donc c'est bien de la formation pour adultes. Je pense qu'il est également nécessaire de proposer une certaine vulgarisation de solutions numériques pour les étudiants, des solutions simples qui peuvent améliorer leur travail en tant qu'étudiants. Par exemple, et je vous encourage à aller voir les documentations sur la valise numérique collaborative que nous avons développée à l'IFCS depuis quelques années, où nous proposons en fait des solutions très très simples comme Google Doc qui permet notamment aux étudiants de travailler en collaboratif de manière synchrone sans être bloqués par la fameuse lecture seule ou d'autres documents comme ou d'autres solutions plutôt comme des outils de visioconférence, des outils aussi de partage de gros dossiers comme WeTransfer ou des solutions comme Doodle pour planifier des réunions, des solutions qui sont parfois méconnues en fait des étudiants cadres et des futurs cadres et qui pourraient permettre d'améliorer assez simplement leur pratique d'étudiants et leur pratique de futurs cadres. Bref, avec ce concept de la valise numérique collaborative, nous accompagnons les étudiants cadres à utiliser 7 solutions numériques qui leur permettent de mieux appréhender le travail collaboratif avec des outils numériques et aussi d'être capable de transférer ces solutions dans d'autres utilisations et dans leurs futures pratiques. Vous pouvez d'ailleurs retrouver plus de détails sur cette valise numérique collaborative dans le PowerPoint qui a été regroupé au Congrès mondial infirmier, le CDF, à Bordeaux en juin dernier, ou dans l'article qui est sorti dans la revue Soins Cadres en septembre dernier. Dans tous les cas, la formation au numérique pour les futurs cadres de santé, qu'ils soient managers ou formateurs, est indispensable. Pourquoi? Ça, c'est un élément vraiment très très important à mon sens, c'est que aussi bien en tant que formateur qu'en tant que manager, ce sont les cadres de santé qui vont accompagner les futures transformations aussi bien universitaires que les transformations dans les établissements de santé, à accompagner les équipes au développement de la e-santé par exemple. De plus, le rythme et les évolutions autour du numérique dans notre champ et dans notre domaine d'expertise va très 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 vite. Je vous parlais de e-santé, mais on parle beaucoup maintenant d'intelligence artificielle, de réalité augmentée. Et donc, il est nécessaire pour le cadre, comme je l'ai déjà précisé par rapport aux 4 compétences, de se tenir à jour en termes de veille technico-numérique. Pour conclure, je dirais que l'avenir nous appartient. En effet, le numérique nous permet d'être plus créatifs et de diversifier davantage nos méthodes et nos stratégies pédagogiques. Cela nécessite sûrement une montée en compétences de la part des formateurs, mais aussi des cadres managers, notamment en évoluant vers des masters ou des doctorats. Mais je pense que la montée en compétences n'a jamais été un frein
pour le développement de notre profession et je vous encourage à aller dans ce mouvement de montée en compétences. D'ailleurs, l'université a besoin aussi de nos compétences. Nous sommes reconnus par rapport à la qualité de notre suivi pédagogique, notre engagement, notre rigueur d'organisation. Et je pense qu'il faut être davantage dans une relation de collaboration intelligente avec les universités et de ne pas être en confrontation constante avec ces universités, de réfléchir à comment travailler ensemble sur une temporalité plus longue. Autre point important qui va au-delà de la question du numérique, c'est aussi d'avoir un pouvoir infirmiers ou paramédicaux à publier, s'investir dans des communications et dans des congrès, ce qui permet aussi de valoriser nos compétences et de valoriser notre profession. Pour terminer, le numérique n'est pas une solution miracle. Ça reste une approche complémentaire pour varier nos méthodes, nos stratégies pédagogiques. S'il est bien utilisé, le numérique va être quand même une plus-value. Pourquoi il va être une plus-value? Parce que nous allons nous orienter vers une pédagogie différenciée qui répond davantage aux différentes situations d'apprentissage de chaque apprenant, où on pourra utiliser des situations d'apprentissage hybrides, c'est-à-dire utiliser du présentiel, du distanciel, avoir un rapport au temps et à l'espace différent, et donc de répondre davantage aux préoccupations d'apprentissage de l'ensemble, ou en tout cas de la plus grande partie des étudiants motivés à suivre nos formations. Autre point, et j'en ai déjà parlé plus d'une dizaine de fois, je trouve que la plus-value d'utiliser intelligemment le numérique, c'est bien d'avoir la possibilité de varier nos méthodes pédagogiques et de proposer une diversité beaucoup plus alléchante de nos formations. Je vous remercie et n'hésitez pas à débattre à la suite de cette vidéo et je reste disponible bien sûr via mon adresse mail.